Les chefs d'État du G5 Sahel ont tenu un sommet extraordinaire ce dimanche au Niger. Ils évoquent l'extrême urgence de travailler en synergie pour venir à bout du terrorisme. La question du financement demeure aussi une préoccupation. En Afrique du Sud, Julius Malema, reconduit à la tête du Parti des combattants pour la liberté économique, le leader de la gauche radicale a rappelé le credo de son parti, la défense des intérêts des plus démunis. Et puis, accord à minima des participants à la COP25. À Madrid, la conférence sur le climat de l'ONU s'est achevée sans avancée majeure. Les États affichent toujours leurs divergences. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et on démarre par cette nouvelle en plus bref. Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli ce dimanche un sommet extraordinaire des dirigeants du G5 Sahel, un sommet consécutif à l'offensive meurtrière lancée par les djihadistes contre la base de l'armée nigérienne à Inat, dans l'ouest du pays, avec plus de 70 soldats abattus. À l'issue du sommet, les chefs d'État de la force régionale du G5 Sahel ont rappelé davantage la coopération mutuelle et internationale pour endiguer le péril djihadiste qui frappe de plus en plus violemment leur pays. Initialement prévu à Ouagadougou, le sommet a été recolonisé à Niamey, un signe de solidarité après la sanglante attaque du camp militaire d'Inat. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Et puis c'est la consternation au sein de l'ONG Action contre la faim. 4 otages nigérians, dont des travailleurs de l'ONG humanitaire, ont été exécutés par les djihadistes. Ils avaient été enlevés en juillet dernier dans le nord-ouest du pays. 6 otages, tous de nationalité nigériane, avaient été enlevés le 18 juillet dernier. Ils travaillaient pour l'ONG Action contre la faim. L'un d'eux avait été exécuté en septembre par le groupe armé responsable de leur enlèvement. L'assassinat de 4 otages porte à 5 le nombre de travailleurs de l'organisation tués. Action contre la faim demande la libération immédiate de sa dernière otage détenue. Selon le site Groupe de surveillance des mouvements djihadistes, la mort des 4 hommes est le résultat de l'échec des pourparlers avec le gouvernement nigérian. Grâce, la dernière otage et seule femme du groupe est condamnée à une vie d'esclave, selon un journaliste. Les humanitaires, 2 chauffeurs et 3 membres du personnel du ministère de la Santé avaient été enlevés dans l'attaque de leur convoi sur la route entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville de Damasak, dans le nord du Nigeria. Action contre la faim condamne avec la plus grande fermeté ces 4 assassinats et regrette profondément que ces appels à la libération des otages n'aient pas été entendus. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, affilié au groupe djihadiste État islamique, avait publié peu après l'enlèvement une vidéo de l'employé de l'ONG demandant la libération des otages. Action contre la faim avait vu ses locaux au Nigeria fermés sans préavis à l'automne par l'armée qui accusait l'ONG d'avoir aidé et encouragé les terroristes et leurs atrocités. L'organisation avait pu reprendre ses activités dans le pays fin octobre. Au Mali, les populations sont très remontées contre la France. Elles sont descendues très nombreuses dans les rues du pays pour exprimer leur colère face à l'échec perçu de l'engagement des troupes françaises dans le pays. Les détails. La colère gronde dans les rues de Bamako. En ligne de mire des manifestants sortis massivement, la force française antiterroriste Barkhane, dont ils réclament le départ du pays. Le peuple qui s'est mobilisé est là pour manifester sa colère, son mécontentement. C'est pour ça que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pour les manifestants, les mots qui minent le Mali ont un et un seul nom, la France. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt 7 ans et tous les jours, nos problèmes augmentent un peu plus. Macron, les Maliens ont ouvert les yeux. Les Burkinabés ont ouvert les yeux. Ils ne veulent plus de ta politique. Les Nigériens, les Tchadiens. En plus de la France, les manifestants pointent du doigt la mission de l'ONU dont l'engagement est perçu ici comme un échec cuisant. Désormais, ils voudraient voir leur pays, le Mali, s'ouvrir à une coopération avec la Russie.
Et sans surprise, Julius Malema a été reconduit à la tête du Parti des combattants pour la liberté économique. Nous sommes en Afrique du Sud. C'est à l'issue d'un congrès qui a donc réuni 3000 délégués ce week-end à Johannesburg. Le leader de la gauche radicale a rappelé le credo de son parti, la défense des plus pauvres. Âgé de 38 ans, Julius Malema a fondé son parti Les Combattants pour la Liberté économique en 2013, après son éviction de l'ANC, le Congrès national africain, au pouvoir. Toujours coiffé de son béret rouge de commandant en chef du mouvement, il se présente comme le défenseur des plus démunis et prône la redistribution des richesses au profit de la majorité noire du pays, dont la situation s'est peu améliorée un quart de siècle après la chute de l'apartheid. Sa rhétorique anticapitaliste et volontiers anti-blanc, notamment en faveur de l'expropriation sans indemnisation des terres détenues en majorité par la minorité blanche, lui a valu de multiples poursuites devant la justice. Lors des élections générales de mai dernier, son parti a réuni près de 11% des suffrages, en nette hausse par rapport au scrutin précédent, et ont augmenté de 25 à 44 le nombre de ses députés au Parlement du Cap. Nous représentons ici les pauvres et les opprimés, a réaffirmé samedi Julius Malema en ouvrant le congrès de son parti. Les cicatrices du colonialisme et de l'apartheid sont toujours là. L'échec à changer les structures de la propriété dans notre économie et à rendre la terre à notre peuple ont abouti à ce que notre peuple dispose de droits politiques, mais pas de liberté économique, a-t-il lancé sous les applaudissements. Le Congrès des combattants pour la liberté économique est perturbé par une polémique née de son refus d'accréditer plusieurs médias locaux, dont un site d'information en ligne qui a publié plusieurs articles accusant des chefs du parti de détournement de fonds. Aucun autre parti de l'Afrique du Sud post-apartheid n'a été autant considéré comme un ennemi de la société que le nôtre, a déploré Malema en tribune, qualifiant en les niant les accusations de corruption de tempête dans un verre d'eau. Par solidarité avec les médias interdits, la chaîne d'information NCA a décidé de suspendre sa couverture du Congrès. Et puis cette condamnation, sans doute clémente pour l'ancien président du Soudan, Omar El-Béchir, a été condamné à 2 ans de détention dans un centre correctionnel pour corruption. La sentence a été prononcée par un tribunal de Khartoum, c'était samedi, quelques mois après sa destitution par l'armée sous la pression de la rue. Omar El-Béchir a été condamné par un tribunal de Khartoum ce samedi à 2 ans de détention dans un centre correctionnel pour corruption, quelques mois après avoir été destitué par l'armée sous la pression de la rue. L'ancien président soudanais était jugé par un tribunal spécial depuis le mois d'août dernier pour fonds perçus de l'Arabie saoudite. À l'issue de l'audience de samedi qui a duré plus d'1 heure et demie, le juge a déclaré l'ex-président coupable de corruption et possession de devises étrangères. Le juge a également prononcé la confiscation des fonds retrouvés au domicile de l'ex-président après son arrestation en avril, soit 6,9 millions d'euros, 351 770 $ et 5,7 millions de livres soudanaises. Omar El-Béchir sera placé dans un centre correctionnel pour personnes âgées, car selon la loi soudanaise, toute personne âgée de plus de 70 ans ne peut être détenue en prison. Avant de quitter le tribunal, les avocats de la défense, qui ont dénoncé un procès politique, ont annoncé que l'ex-président fera appel de ce verdict devant la cour d'appel et devant la haute cour. À l'extérieur du tribunal, plusieurs dizaines de partisans de l'ex-président ont également manifesté leur mécontentement. Arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, Omar El-Béchir est détenu depuis avril dernier à la prison de Kober, à Khartoum. Au Liban, des heurts ont opposé ce week-end dans le centre de Beyrouth, la capitale des manifestants hostiles au régime, au pouvoir, à la police libanaise. Face à la pression des manifestants, la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser des dizaines de personnes rassemblées près du Parlement. Plus de précisions dans ce reportage. Énième accrochage entre manifestants et police libanaise. Cette fois-ci, les heurts ont éclaté à l'entrée d'une avenue menant au Parlement et bloqués par les forces de sécurité. Les manifestants qui réclament un gouvernement de technocrates et d'indépendants ont scandé des slogans dénonçant les politiciens, notamment le chef du Parlement, Nabil Berri, et le chef du gouvernement démissionnaire, Saad Hariri. Et ce, 2 jours avant les consultations parlementaires devant permettre de nommer un nouveau Premier ministre. Les protestataires ont tenté de forcer le barrage à l'entrée de l'avenue
mais la police a chargé pour les éloigner avant de tirer des gaz lacrymogènes et de frapper à coups de matraque certains d'entre eux. Les accrochages se sont poursuivis sur la place des Martyrs, épicentre de la contestation, puis sur un pont du centre-ville. La Croix-Rouge libanaise, présente sur les lieux, a annoncé sur Twitter avoir transporté 10 blessés vers des hôpitaux et soigné 33 personnes sur place. Il y avait des cas d'évanouissement des blessés souffrant de difficultés respiratoires et d'autres touchés par des jets de pierre, a-t-elle précisé. Les blessés sont des civils, mais aussi des membres des forces de sécurité. La défense civile libanaise a aussi transporté 10 blessés vers des hôpitaux, mais n'a pas précisé s'il s'agissait de civils ou de membres des forces de sécurité. La journée du 14 décembre aura été la pire journée de violence entre des manifestants et les forces de l'ordre depuis le 17 octobre dernier, début du mouvement de contestation populaire. Au thème de 2 semaines de négociations difficiles à Madrid, en Espagne, la conférence sur le climat de l'ONU a échoué à trouver un accord majeur. De l'avis de nombreux observateurs pour la COP25, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Les détails. Les rideaux sont tombés dimanche sur la conférence climat de l'ONU. Au thème de cette conférence qui a débordé de plus de 40 heures son programme initial, tout le monde n'a pas vu dans les tests adoptés le reflet de cette demande d'action radicale et immédiate. Le test final appelle effectivement à des actions urgentes pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à plus de 2 degrés Celsius, voire plus de 1,5 degré Celsius. Mais le langage est tortueux et le résultat médiocre, a estimé Catherine Abreu de Climate Action Network. Sans surprise, quasiment aucun des grands pays émetteurs n'a fait d'annonce significative pour rehausser ses ambitions ni donner de signes clairs d'une telle intention pour 2020. En clair, pas les États-Unis, qui d'ailleurs quitteront l'accord de Paris en novembre prochain, pas non plus la Chine ou l'Inde. Tous restés égaux à eux-mêmes. Dans le collimateur des défenseurs de l'environnement se trouvent également l'Arabie saoudite ainsi que le Brésil et l'Australie, tous accusés de vouloir introduire des dispositions décriées dans les règles sur les marchés carbone dont l'adoption a été à nouveau reportée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est même dit déçu par la COP25 et regrette une occasion ratée. Au thème de 2 semaines de négociations difficiles, la conférence organisée à Madrid a échoué à trouver un accord sur les règles des marchés carbone internationaux, dernier volet du manuel d'utilisation de l'accord de Paris de 2015. Au bout du compte, en l'état actuel des engagements, les prévisions estiment que l'augmentation des températures pourrait être de 4 degrés ou 5 degrés à la fin du siècle. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.